Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette quatrième étape de ce Tour d'Espagne. La première arrivée au sommet, on ne savait pas si l'échappée ou les leaders allaient se battre pour la gagne. Moi je pensais quand même plutôt à une échappée, même si j'avais mis quelques leaders du côté de mes favoris. Et bien au final, les leaders ont envie de faire le spectacle et vu les éléments qu'on a vus lors de cette première étape de montagne, on risque d'avoir du spectacle. Enfin, on va avoir certainement du spectacle en deuxième et troisième semaine parce que les coureurs qui ont été bons aujourd'hui, peut-être ne seront pas bons dans une dizaine de jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris. Enfin, pas vos favoris du tout, ça c'est une présentation qui vous avez apprécié plutôt sur cette étape short TikTok. Alors là, j'ai fait un short aujourd'hui, j'ai pas fait de TikTok sur cette étape que vous pouvez retrouver sur la chaîne. C'est le dernier short qui est sorti, tout simplement, sur cette étape. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur les notifications et sur les miniatures, plus la vidéo est également mise en avant. Et je remercie les gens qui font l'effort de faire cela. Étape numéro 4, première arrivée au sommet de ce Tour d'Espagne, après 3 jours pas hyper passionnants, on va pas se mentir. Donc là, on se disait, est-ce que ça va continuer un petit peu dans cette lignée de cette première semaine? Pas très bien conçu, il faut bien le dire. Ou est-ce que on allait s'exciter un petit peu, se tester un petit peu sur cette première étape de montagne? Alors on commence par ce grand résumé, on était au kilomètre 0 à 180. Non, pas au kilomètre 0, pardon, parce qu'au kilomètre 0, il n'y a pas eu forcément de grosses attaques. Il va falloir attendre 164 km de l'arrivée, c'est-à-dire le kilomètre 7, pour avoir une attaque avec Joshua Tarling, Lorenzo Germani ou encore Mauro Schmidt. Cette attaque qui sera rejointe 2 km après par Luca Vergalito et Simone Pitilli. Et puis 7 km après, c'est-à-dire à 155 km de l'arrivée, Armirail, en fait il y avait un deuxième groupe qui s'était formé, qui va donc rejoindre ce premier groupe avec Dylan Teuns, avec Bruno Armirail, avec Sepulveda, Harold Martin Lopez du côté d'Astana, Jesus Antonio Soto du côté de la Cairn Pharma. Vous aviez également Xavier Berzategui également de la Euskaltel. Cette échappée qui sera reprise à 154 km de l'arrivée. À 152 km désormais, attaque de Brandon Riviera avec Bruno Armirail. De nouveau Vergalito, il y avait de nouveau Armirail également, de nouveau Sepulveda, avec l'ajout de Callum Coston, mais cette échappée sera également reprise. On arrive à 145 km de l'arrivée au Puerto de Cabeza, côte de deuxième catégorie. Au sommet, c'est Moniquet qui prend les points devant Zana et Biscara. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'échappée s'est formée avec Armirail, avec Castrillo également et Michael Biscara, voilà, dont on avait déjà parlé précédemment. Donc échappée avec Armirail, Moniquet, Zana, Castrillo et Biscara du côté de la Euskaltel. Au même moment, à 143 km de l'arrivée, crash de 2 coureurs de Ineos, ça c'est quand même pas de bol, Arensman et Rodriguez. Et puis l'écart de l'échappée va augmenter grâce à cette chute. À 135 km de l'arrivée, l'écart passe à 2 minutes 30. On arrive à l'Alto des Piernal en première catégorie. Moniquet passe en tête devant Zana et Armirail. Derrière, la Red Bull Bora Hansgrohe roule à vive allure, ce qui fait que l'écart ne prendra jamais énormément. Au maximum, on aura 3 minutes 30 à 110 km de l'arrivée. À 80 km de l'arrivée, l'écart descend à 1 minute 53. Il va se stabiliser autour de 2 minutes pendant une quinzaine de kilomètres avant de remonter. Avant notamment le sprint, dans le final, au niveau du sprint bonification, où l'écart sera aux alentours de 3 minutes. C'est encore Moniquet qui va passer en tête de cette difficulté. À 38 km de l'arrivée, l'échappée ne collabore pas vraiment et Armirail décide de partir. Elle sera suivie par Castrillo. À ce moment-là, l'écart
est de 2 minutes 11 et puis l'écart ne va pas cesser de diminuer. Au sprint intermédiaire à 15 km de l'arrivée avant la dernière difficulté du jour, Castrillo passe en tête, Armirail est deuxième, et du côté du peloton, c'est Caden Groves qui prend la troisième place face à Van Aert, qui perd donc un petit peu de points, le néerlandais face à l'australien. L'écart diminue à 9 km de l'arrivée, il n'y a qu'une minute d'écart. Et puis, l'échappée sera reprise aux alentours de 4 km 800, 4 km 600 de l'arrivée, suite à une attaque de Sivakov du côté de la UAE. À 3 km 8, on a l'attaque de Félix Gall, une attaque qui fait des dégâts. En fait, il y a déjà 6-7 coureurs qui arrivent à s'échapper. Et derrière, c'est un petit peu le branle-bas combat, notamment chez Ineos, où là c'est la catastrophe avec Arensman. Dunbar également lâché du côté de la Jaico Alula. On va avoir David Gaudu qui va se retrouver en difficulté, Ben O'Connor aussi, Carlos Rodriguez, Carapaz aussi sera en difficulté. On se retrouve à avoir 3 coureurs à l'avant, Roglic, Mats, Van de Velde, qui vont être ensuite rejoints notamment par Landa, notamment par Richie Tello, notamment par João Almeida. Et à la fin, on a un sprint lancé par Landa qui venait seulement de revenir sur le groupe de tête qui décide d'attaquer tout de suite à environ 500 mètres de l'arrivée. Ce qui fait que Van de Velde panique un petit peu, fait l'erreur d'attaquer à ce moment-là. Roglic se met dans la roue et surtout la deuxième erreur de Van de Velde, ça va être de lever les bras trop tôt, et c'est vrai que ça c'est toujours un petit peu dommageable, ce qui fait que c'est Roglic qui s'impose malgré le fait qu'il était à l'intérieur du virage, ce qui fait que techniquement il avait plus de chances de s'imposer que Roglic, car une arrivée en virage, quand vous prenez la corde, c'est plus court. C'est pour ça que je ne supporte pas les arrivées en courbe. Et puis derrière, c'est une journée qui va faire des dégâts, mais on verra tout ça grâce au top et flop, mais aussi en regardant un petit peu le classement de cette journée. Note de l'étape, 15 sur 20. Ouais, c'est une bonne journée. Ouais, surtout que c'est pas comme si on avait eu 2 purges précédemment, parce que les 2 étapes précédentes ont été extrêmement longues à suivre. Et encore, je pèse mes mots. Et j'avais un peu peur aujourd'hui parce que je m'étais dit avec la chaleur caniculaire, peut-être que les coureurs allaient un petit peu se préserver. Bah, pas du tout. Je me disais, au bout de 4 jours de course, on allait peut-être plutôt attendre. Et bien, pas du tout. Ça, c'est vrai que j'ai un peu pensé comme à l'ancien cyclisme. Le cyclisme avant Pogacar et autres. Parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus les premières étapes de montagne, souvent avec du spectacle. Et c'est parfois plutôt à la moitié de la course. Parfois, on peut avoir quelques ventres mous. Alors qu'avant, les premières étapes de montagne, souvent, on attendait un petit peu avant de se tester. Et là, on voit que tout le monde a voulu faire les efforts. Peut-être que certains le regretteront en 3e semaine, quand on manquera un petit peu d'énergie du côté des coureurs. Allez, on passe tout de suite à ceux qui ont passé une bonne journée, les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, commence avec le vainqueur du jour, Roglic. Roglic qui est toujours bon dans ce type d'arrivée en petit comité, ça c'est clair et net. Moi je ne l'avais pas mis parmi mes favoris parce que déjà je ne savais pas trop où il en était au niveau physique, parce que c'est vrai qu'il y avait eu le problème de dents, des douleurs au dos, donc on ne savait pas trop ce que ça donnait du côté de Roglic, mais parce que je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on ait une arrivée en petit comité. Je m'attendais à ce qu'un coureur arrive à faire la différence dans cette montée, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, vu qu'on s'est retrouvé dans un groupe de A3, puis 4, puis à la fin 7 coureurs qui étaient en tête de course. Roglic, il a été, c'est lui qui a pris ses responsabilités dès le matin, parce qu'il faut bien dire que c'est la Red Bull Bora-Hansgrohe qui a fait la majorité du travail et qui a contrôlé cette échappée qui n'a jamais pu véritablement s'envoler et qui a un peu neutralisé certaines attaques quand on considérait que c'était trop dangereux. Et puis ensuite, quand ton équipe se met à ce point-là à ton service, il faut assumer derrière, sauf que c'était pas si évident que ça pour Roglic, parce que comme son équipe avait fait beaucoup d'efforts auparavant, Lipovic n'était plus là, Vlasov n'était plus là, Daniel Felipe Martinez n'était plus là, il s'est retrouvé un petit peu seul, et quand Félix Gall attaque, il est esseulé. Il a bien réagi, c'est-à-dire qu'il a laissé un petit peu faire Félix Gall, et puis après, quand les pentes étaient un petit peu sévères, il a décidé d'accélérer. Les fesses vissées sur la selle, comme du grand Roglic, on va dire ça comme ça. Et c'est là où il commence à faire son accélération progressive, qui va faire un petit peu craquer tout le monde, sauf Enric Mas.
et Van het Velt, mais qui était quand même à la limite. Van het Velt, je pensais peut-être ça qui a fait qu'il a manqué un petit peu de lucidité dans le final. Et Roglic, lui, n'a pas manqué de lucidité sur la fin. Il a su profiter de l'attaque de Landa, qui décide d'accélérer, et c'est vrai que Roglic prend tout de suite la route Van het Velt qui va tout de suite essayer de chercher Landa. Là, c'est déjà une erreur de la part de Van het Velt, et puis après, il est un petit peu plus frais, mais Van het Velt prend la bonne trajectoire, sauf que Van het Velt fait l'erreur de lever les bras trop tôt, ce qui lui permet d'aller chercher la victoire, d'aller chercher le maillot rouge, même si on va voir quand même dans les jours à venir, est-ce qu'il ne va pas vouloir le délaisser, ce maillot rouge, parce que c'est tôt quand même, hein. C'est extrêmement tôt pour récupérer ce maillot rouge, et je ne suis pas sûr que son équipe soit en capacité d'assumer ce statut. Daniel Felipe Martinez a déjà fait le Tour d'Italie. Bon, Vlasov n'a certes pas fini le Tour de France, mais il a fallu récupérer de ses blessures du côté du coureur russe. Lipovic, bon, est là quand même aussi. Donc c'est vrai qu'on a, à part Jane Lay, je pense qu'on a les meilleurs grimpeurs chez Bora. Il manque juste Jane Lay parmi les équipiers. Mais quand même, ça fait extrêmement tôt pour avoir la course, les clés de la course. Et puis surtout, les écarts restent assez faibles du côté de ce top 10. Ça se tient encore en moins d'une minute du côté de Roglic. Donc rien n'a été fait. Et il va avoir pourtant le poids de la course sur les épaules. Malgré tout, je comprends pourquoi Roglic a voulu aussi, je pense, avoir se tester et tenter le coup sur cette étape, parce qu'il était dans l'inconnu, Roglic. Il était dans l'inconnu parce que sur le Tour de France, il semblait être le 4e homme, mais on n'était pas totalement sûr que c'était le 4e homme de cette épreuve en montagne. Il peut pas jouer, il peut pas se tester dans les Pyrénées, ni dans la fin de course du côté des Alpes pour Roglic. Et puis après, ça a été quand même un gros travail de convalescence pour arriver jusqu'à ce Tour d'Espagne, avec des inquiétudes notamment au niveau de douleurs au niveau du dos et au niveau de ce problème au niveau des dents. Et peut-être que Roglic s'est dit, si j'ai le sentiment d'être en forme, il faut que je prenne des secondes d'avance, parce que je ne sais pas comment je vais finir ce Tour d'Espagne. Et plus j'aurai d'avance, mieux ça sera face à des concurrents de qualité comme Massa, Almeida, qui eux vont peut-être bien finir sur ce Tour de France. Sur ce Tour d'Espagne, pardon. Donc je pense que c'est ce que s'est dit Primož Roglic, battre le fer tant qu'il est chaud, et puis ensuite l'idée ça sera plutôt de résister dans les derniers jours de course, quand la forme sera peut-être un petit peu moins là. Ça a été bien fait, de Roglic. Je pense qu'il aurait préféré quand même que ça soit Van het Velt qui s'impose, mais je pense que même si Van het Velt gagnait, Van het Velt ne prenait pas le maillot rouge, non, parce qu'il était 41 secondes derrière, donc de toute manière ça n'aurait pas changé grand chose. Donc le fait de prendre ses bonifs, ça lui permet même de prendre un petit peu d'avance sur un Joao Almeida, parce que s'il avait eu que 6 secondes de bonification, eh bien il n'aurait que 4 secondes d'avance sur Joao Almeida, et moins sur Enric Mas et Tiberi. Donc voilà, c'est pas une mauvaise journée du tout pour Primož Roglic. Un deuxième coureur top, on va parler d'un coureur américain qui n'est pas encore dans le top 10. Ouais, il n'avait pas fait un bon chrono. C'est Mathieu Riccitello. Très belle étape de Riccitello aujourd'hui, dans le temps du vainqueur de cette étape. Moi, je ne l'avais pas mis parmi mes favoris, même ma grosse cote. J'avais préféré William Junior Le Cerf, tout simplement parce que son chrono m'avait énormément refroidi. C'est vrai que son chrono d'entrée de course où il perd une minute, pour un coureur qui, certes, n'est pas le champion du monde du chrono dans les catégories jeunes, mais Riccitello, il sait faire quand même normalement dans cette épreuve-là un petit peu. C'est vrai que de le voir aussi loin, ça m'avait un petit peu refroidi, parce que sur le Tour de Suisse, il avait fini 4e du chrono en montée, mais c'est vrai qu'à Vaduz, il avait eu du mal sur un chrono qui était hyper technique, et à l'UAE Tour, il avait fini 63e. C'est vrai que c'était pas si exceptionnel que ça, donc peut-être que je m'étais fait une fausse image de Mathieu Riccitello sur le chrono, mais là, oui, parce qu'il fait 29e par exemple du chrono du Sibu Cycling Tour. Mais c'est vrai que là, du côté de Riccitello, qui, comme Schelmose, comme Enric Mas par exemple, mise quand même énormément
sur cette Vuelta, Matteo Riccitello a réussi sa course aujourd'hui. Alors moi je ne comprends pas Guillaume Di Grazia qui voyait plutôt Michael Woods leader. Pour moi c'était pas Michael Woods leader, ça fait depuis des années. Enfin Michael Woods déjà n'a quasiment jamais joué le général. Et de toute manière, quand il a joué le général, il s'est plutôt planté. Et ces derniers temps, il l'avait dit très clairement, je ne joue plus le classement général, je joue les étapes, c'est là où je suis le meilleur. Bon, voilà, Guillaume Di Grazia qui voyait plutôt Woods que Riccitello. Non, pour moi le leader c'était Riccitello. Après la question était de savoir comment ça allait se passer pour Matteo Riccitello sur cette étape. Mais pour moi c'est un super grimpeur. De toute façon le mec il fait deuxième du Tour de l'Avenir ou troisième du Tour de l'Avenir derrière Del Toro. L'année dernière, le Tour de l'Avenir, il y avait Del Toro, il y avait Pellizzari également. Donc c'était un Tour de l'Avenir de haut niveau, parce que quand vous regardez, il fait 4 du général, voilà. Mais il est battu par Del Toro, Pellizzari, puis Ganzoli. Les mecs ont quand même fait un super Giro, juste devant le Cerf, mais il y avait aussi Mathis Rondel, Jan Christen qui était au départ. Blackmore qui a remporté le contre-la-montre cette année du Tour de l'Avenir. Sur la première étape, Santiago Umba, également le Colombien, Morgado était là au départ, donc il y avait quand même pas mal de jeunes coureurs qui ont déjà montré de belles choses pour le moment. Et moi je suis content voilà, pour Matteo Riccitello, parce que vous savez, c'est un coureur dont je vous avais parlé au Tour des Alpes déjà. Au Tour des Alpes, moi c'est un coureur qui m'avait vraiment surpris. Lors du Tour des Alpes l'année dernière, et c'est vrai que j'en avais beaucoup parlé à ce moment-là, parce que j'avais trouvé vraiment ce coureur très intéressant. Sur un premier Tour des Alpes, il avait pris la 3e place du côté du classement des jeunes, 16e du général, quand on sait la difficulté de cette épreuve. Et j'avais dit, tiens, là on est sur un coureur qui est intéressant, mais j'avais été refroidi par son Tour d'Italie, que j'avais vraiment pas trouvé exceptionnel. Je pense que c'était un petit peu trop tôt avant de le lancer sur le Tour d'Italie. Et puis c'est vrai que son Tour de l'Avenir avait été décevant sur la fin. Mais depuis le début de saison, 5e du Tour de Suisse, 13e du Tour des Abruzzes où il était en phase de reprise, 12e également de l'UAE Tour. Donc c'est vraiment pas mal ce qu'a fait Matteo Riccitello. Et puis à 22 ans, c'est un très très beau résultat pour un coureur qui est jeune encore, Matteo Riccitello. Mais c'est vrai que c'est pas un si grand gabarit que ça, 1,72, 55 kg. Je dirais que c'est un gabarit de grimpeur. Et là, avec la pente, ça a certainement dû aider le fait qu'il ne fasse pas 1m85 et 59 kg, que ça soit une brindille, parce qu'il faut de la puissance pour emmener du braquet dans ces montées de ce type-là. Enric Mas, même s'il avait dit je mise quand même toute ma saison sur la Vuelta, même si j'ai fait le Tour de France, je prépare la Vuelta sur mon Tour de France, même si il fait 2 top 10, même 2 top 5 sur la dernière semaine du Tour de France. Et j'étais pas vraiment confiant sur Enric Mas, et je pense que vous l'aviez bien senti quand j'avais fait la présentation des coureurs, parce que Enric Mas, je sais pas. Alors déjà, c'est un coureur qui m'a jamais vraiment passionné, il faut bien le dire. Enric Mas, que ça soit chez Quick-Step, que ça soit chez Movistar, voilà, j'ai jamais été un grand passionné d'Enric Mas, et puis que j'avais le sentiment ces derniers temps que c'était pas si exceptionnel que ça en termes de résultats. Mais oui, il fait quand même des top 10 sur les grands tours. Mais je sais pas, oui, je le trouvais placé, mais pas forcément gagnant. Donc je m'attendais pas à le voir en mesure d'aller rivaliser avec les meilleurs sur ce Tour d'Espagne. Et bien si, ça a été le cas sur cette étape pour le coureur espagnol. Alors on essaiera de voir si ça va tenir sur la durée. Mais c'est une très belle 4e place. Et surtout, Enric Mas, si on regarde bien du côté du général, le coureur espagnol, il est 3e, il est seulement à 32 secondes parce qu'il n'avait pas fait non plus... Alors c'était un contre-la-montre moyen, mais c'était pas un contre-la-montre catastrophique. Et comme là aujourd'hui il a fait une belle étape et que ceux qui avaient fait un très très bon contre-la-montre ont eu tendance plutôt à perdre du temps, et bien là c'est une bonne nouvelle pour le coureur espagnol. Donc voilà, bon résultat, content pour Enric Mas. Et puis je termine avec Jean Almeida, une montée typique de Almeida. On a vu typiquement du Almeida, c'est-à-dire que quand ça change de rythme, il n'est pas là. Par contre, sur la fin de la montée, il arrive à être costaud. C'est un moteur diesel, Almeida. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner vraiment sur cette Vuelta, parce que c'est peut-être la course qui lui correspond le moins, pour moi, Almeida.
parce que les cols sont plutôt courts, punchy, et quand vous avez du mal à vous mettre dedans, il y a peu de cols qui font plus de 30 minutes en Espagne, plus de 30-35 minutes en Espagne. Vous savez, c'est plutôt sur ce profil-là où Almeida devient extrêmement fort. Donc c'est vrai que voilà, je mettais plutôt Adam Yates parmi mes favoris chez UAE, mais Almeida a été très bon sur cette étape, et puis il sauve un petit peu la mise de la UAE parce que il y a eu certes Sivakov qui a fait très mal au final à ses équipiers, mais Adam Yates a vraiment souffert sur cette étape. Donc c'est vrai que Almeida sauve bien la mise du côté d'un leader capable de tenir la cadence sur la durée. Et puis en plus, vu le Tour de France qu'il a réalisé, il faut bien le dire également, Jean Almeida, hein, il a été très très fort sur le Tour de France, très bon sur les chronos, mais aussi très bon en montagne. Il va falloir se méfier du Portugais. Peut-être aussi parce qu'il a fait un Tour de France qui était différent d'habitude, c'est vrai qu'il avait un petit peu plus de punch pour aider Pogačar. Eh bien peut-être que ça va l'aider sur les montées difficiles de ce Tour d'Espagne, mais du côté du AE, on n'a pas eu une étape si facile que ça, parce que Adam Yates, ça a été difficile. On en parlera un petit peu plus tard d'Adam Yates. Et que McNulty également a souffert. Donc voilà, maintenant on mise quand même vraiment principalement sur Jean Almeida. Alors il y a quand même Sivakov qui a 1,01, c'est pas très loin, mais Yates est déjà à 1 minute 56, donc ça commence à être un petit peu plus compliqué pour le Britannique. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, tout de suite. On commence avec Ineos. Oui, mauvaise journée Ineos, hein. Ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ils essayent de faire un concours avec la Visma Lease-Bike au niveau du nombre de chutes. C'est sûr que là, vous avez à la fois... En fait, c'est surtout ce qui était... Bon, on a déjà eu Tarling, Narvaez qui sont tombés lors de la première étape en ligne, 4e étape en ligne, Arensman, Rodriguez, et en plus, c'est la chute des 2 leaders. Donc ça, déjà, c'est la mauvaise nouvelle du jour, et ça a eu des conséquences directement sur l'étape, car ni Rodriguez ni Arensman n'ont réussi véritablement à suivre la cadence. Mais... bon, est-ce que ce sont les conséquences directes de la chute? Ça peut être la première raison, ou est-ce que tout simplement ce sont des coureurs qui ne sont pas dans l'allure? C'est vrai que Rodriguez a fini le Tour de France pas extrêmement bien, il faut bien le dire. Il attaque ensuite ce Tour de France, ce Tour d'Espagne dans la foulée de ce Tour de France qui n'a pas été exceptionnel. On ne peut pas dire que j'ai été véritablement émerveillé par son contre-la-montre à Carlos Rodriguez. Du côté d'Arensman, c'est différent, il a fait le Giro, mais il a assez peu couru entre le Giro et ce Tour d'Espagne, donc peut-être un manque un petit peu de rythme du côté d'Arensman. Et puis, alors même si c'est là où il a gagné sa première victoire d'étape sur un grand tour, et je crois jusqu'à maintenant la seule victoire d'étape sur un grand tour, Arensman, pour moi, il est meilleur sur les cols plus longs. Pour moi, c'est pas un coureur qui est très bon dans les forts pourcentages et dans les cols courts. Pour moi, là où il est bon, Arensman, c'est dans des cols qui sont un petit peu plus longs. Bon, après, ça c'est mon avis. Après, chez Ineos, de toute manière, ils n'allaient pas emmener Geraint Thomas comme l'année dernière, parce que ça, c'était la pire connerie au monde. Mais tu t'aperçois quand même que Ineos, on revient un petit peu à chaque fois à la même réflexion au fur et à mesure des années. C'est que chez Ineos, ils ont plus la carte maîtresse pour aller gagner un grand tour. Arensman, qui devait être cette carte maîtresse quand ils l'ont recruté de la DSM, au final, il stagne un petit peu entre 6 et 7 sur les grands tours. Carlos Rodriguez, il est un petit peu entre 4 et 5, mais de là à être en capacité d'aller battre les meilleurs, pour l'instant, ça me semble encore un peu léger. Et après, pour le reste, Geraint Thomas commence vraiment à se faire vieux, il faut bien le dire, et sinon, t'as pas forcément de leader pour les grands tours derrière. T'as pas forcément un jeune crack qui est en capacité d'obtenir un résultat, il te manque la pépite. Il te manque la pépite qui est capable, il te manque un Recitello, il te manque peut-être, une jeune pépite, par exemple, comme Recitello, comme Piganzoli, comme Pellizzari également. Du côté des jeunes Italiens. C'est vrai qu'Ineos, quand on regarde ces dernières années et qu'on regarde un petit peu les cracks qui sont passés par le Tour de l'Avenir, c'est aussi une équipe qui est passée à côté de beaucoup de cracks de cette génération-là. Ils n'ont pas recruté donc Piganzoli,
Pellizzari, ils n'ont pas recruté non plus Kana Utebrooks. Riccitello, ils ne l'ont pas recruté non plus du côté des jeunes coureurs performants en montagne. Mathis Rondel non plus, il est chez la Tudor. Et il leur manque le top coureur en montagne. Et je pense que ça va continuer parce que, à part si ils arrivaient à recruter un jeune coureur très performant là qui est sur le marché, ou un jeune coureur qui ferait un Tour de l'Avenir assez incroyable cette année, me semble-t-il qu'ils n'ont pas cette capacité à aller attirer les jeunes et qu'aujourd'hui il leur manque le top coureur. C'est aussi peut-être une équipe qui fait maintenant moins rêver que UAE, que Visma, que Red Bull Bora-Hansgrohe du côté de la Ineos. Et en même temps, c'est une équipe qui fait moins rêver que cette structure-là, mais c'est encore une équipe qui fait peur. Parce que tu te dis, oui, mais il y a Geraint Thomas, il y a Arensman, donc tous les coureurs ne veulent pas forcément aller chez Ineos en se disant, je ne sais pas si j'aurai forcément un statut de leader. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui de la part d'Ineos. Et puis je pense qu'il y a des problèmes de gestion de calendrier du côté de cette équipe, parce que avant, Froome l'a fait qu'une fois, je crois, de doubler des grands tours. De doubler tour. Et puis il devait le faire une deuxième fois quand il s'est blessé, mais c'est quand même une stratégie qu'on ne voyait pas à l'époque de Nicolas Portal, d'enchaîner de grands tours du côté de la Ineos. Je trouve qu'encore une fois, quand j'en parlais pendant le Tour de France en disant que je trouve que depuis la mort de Nicolas Portal, il y a un peu du relâchement dans cette équipe, je confirme mes propos. Je pense qu'il n'y a pas que des manques de top coureurs à blâmer, il y a peut-être aussi un manque de top personnes dans le staff qui sont aujourd'hui ailleurs. Tu peux pas monter une grande équipe sans avoir un bon staff également et sans avoir des mecs qui sont en capacité de canaliser les égos. C'est ce qu'ils arrivent désormais à faire chez UAE, à part avec Ayuso. Mais là, par exemple, si j'étais Ineos, je me placerais sur Ayuso. Je pense que je viens de cracher un molar sur le tapis de souris, c'est énorme. Mais voilà, je pense que c'est le coureur sur lequel il faut se positionner si tu t'appelles Ineos. Il faut débloquer les sous-sous. Parce qu'on sait que UAE ne veut pas forcément le conserver. Et Ineos, ça leur ferait un gros leader, Ayuso. Et je pense un coureur qui est plus en capacité que Rodriguez et que Arensman d'aller chercher la gagne. Même si ensuite, il faudra qu'il le prouve. Mais je pense que Ayuso a plus cette capacité-là. Deuxième bonnet d'âne du jour, Adam Yates. C'était pas le jour où il fallait avoir une mauvaise journée du côté d'Adam Yates. C'est surtout que ça tombe sur lui. L'année n'est pas exceptionnelle pour Adam Yates, parce que c'est vrai qu'on en parlait un petit peu, mais son Tour de France, même si Pogačar gagne, son apport au travail d'équipe n'a pas été si exceptionnel que ça. Je parlais d'Almeida, notamment, qui je trouve a eu un impact qui était bien plus important, et Sivakov aussi, qui a eu un impact important pour moi dans le travail et pour aider Pogačar, ce qui a été quand même peu le cas d'Adam Yates sur ce Tour de France, qui, on avait l'impression, n'avait pas le même niveau que l'année dernière, que c'était un ton en dessous. Alors oui, je sais plus, il doit finir 7 ou 8, Adam Yates, je sais plus son classement de tête, sur le dernier Tour de France. Mais j'avais ce sentiment-là, c'est vrai, au fur et à mesure de la course, qu'il était un ton en dessous. Et puis là, oui, pas de chance pour lui, mais il passe une mauvaise journée sur une arrivée très pentue, où normalement c'est quand même un coureur qui essaie d'être performant dans ce type de situation, même si je pense que Simon est peut-être un petit peu meilleur dans ce registre-là que Adam, mais quand le Tour de France part du Pays Basque l'année dernière, et vous avez des gros pourcentages, alors c'était pas du 20%, mais on devait être sur du 14-15, il arrive quand même à tenir la baraque quand ça accélère. Et il arrive à gagner cette étape-là avec son frère. Donc c'est un coureur qui est quand même en capacité de tenir ce genre de pourcentage-là. Et là, il a complètement explosé Adam Yates dans le final. Il perd quand même du temps aujourd'hui à Adam Yates au niveau du classement. Il finit à 1,50, il a 1,56 au général. Voilà, et aujourd'hui, il perd 1,29. Et dans l'équipe, il y a 3 coureurs qui sont derrière lui. Il finit derrière Brandon McNulty.
Là, c'est le 4e homme du côté de la course. Donc ça veut dire qu'aussi en termes de hiérarchie dans l'équipe, vous allez avoir Almeida qui va être numéro 1 certainement, mais que Sivakov aura un statut plus important qu'Adam Yates. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis Adam Yates, forcément dans une équipe comme UAE, c'est un peu comme Visma, vu la densité de cette équipe au départ, dès que tu fais un faux pas, ta place dans la hiérarchie est forcément remise en cause. Forcément. Et là, du côté d'Adam Yates, sa place est remise en cause dans la hiérarchie. Surtout, imaginons Almeida remporte le Tour d'Espagne. Oui, là, ça mettrait... au niveau du choix de course, Adam Yates serait plus restreint que João Almeida. Voire João Almeida aurait peut-être comme équipier l'année prochaine sur un grand tour Adam Yates. Donc c'est le problème du côté du coureur britannique. C'était pas le jour qu'il fallait rater. Il le rate. Alors, une 56, c'est pas encore rédhibitoire vu la difficulté qu'on va avoir sur la 2e et la 3e semaine. Mais vu que déjà il ne m'avait pas fait une grande impression sur le Tour de France, je ne suis pas très rassuré sur son niveau de forme au coureur britannique. 3e coureur bonnet d'âne, Skelmoseux. Il confirme de plus en plus mon avis, Skelmoseux. C'est un coureur de classique et pas un coureur de grand tour. J'ai toujours eu ce doute là avec Skelmoseux, mais à chaque fois qu'il y a un grand tour, il perd du temps. Là aujourd'hui, c'était une arrivée pour lui. Vu ses qualités physiques, Skelmoseux, c'est un corps qui a beaucoup de punch, qui a une grosse vitesse au sprint. Pour moi, aujourd'hui, c'était pour lui. Le fait qu'il perde 43 secondes, c'est pas forcément top, surtout que l'équipe s'est mise à son service. Surtout qu'en plus, chez Lidl Trek, c'est pas Ciccone et Gegenhardt qui vont t'épauler parce qu'ils finissent quand même à 7 minutes 40 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi pour les générales. Le fait d'avoir perdu 40 secondes pour un mec qui en plus vise depuis le début de saison la victoire sur ce Tour d'Espagne, c'est pas vraiment très bon. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qu'il a supporté la chaleur, Skelmoseux? C'est un coureur qui est danois, le Danemark n'est pas connu pour ses fortes canicules. Je sais pas s'il s'était entraîné, s'il est en Espagne depuis longtemps avant le début de cette Vuelta, parce qu'il a fait forcément des stages en altitude, je ne sais pas où il a fait des stages en altitude, est-ce que c'était du côté de l'Espagne pour Mathias Skelmoseux, mais comme il n'a pas vraiment fait beau en France, peut-être qu'en Espagne il faisait un petit peu plus beau, mais peut-être qu'en altitude il ne faisait pas extrêmement chaud du côté du coureur danois. En fait attention, le chat va gratter dans la litière, c'était pas arrivé depuis quelques temps. Il a décidé de s'attaquer à la litière de nouveau. Mais voilà, la question que je me suis posée avec Skelmoseux, c'est qu'est-ce qu'il a bien supporté la chaleur, parce qu'il y avait quand même un temps caniculaire. Là on met température moyenne 36 degrés sur cette étape. Donc c'est quand même une température qu'il faut encaisser. Ou est-ce que simplement il était dans une journée, un jour sans? Est-ce qu'il a eu du mal à supporter le début d'étape qui a été plutôt rapide, avec l'échappée qui a mis un petit peu de temps avant de sortir et qui n'est jamais véritablement sorti? Est-ce qu'il a eu du mal Est-ce qu'il a subi le rythme de la course? Mais on ne peut pas dire que son équipe ne l'ait pas aidé parce qu'il était plutôt bien entouré. Et son problème maintenant à Skelmoseux, c'est qu'il va se retrouver seul. Et c'est-à-dire que si Skelmoseux, dans les prochains jours, est hors jeu, il n'y aura plus que les échappées à prendre du côté de cette formation. Alors malgré tout, quand tu as Ciccone et Gegenhardt, Skelmoseux, même si tu prends des échappées, si les échappées vont au bout, tu as quand même des opportunités de victoire avec ces trois coureurs-là, mais un résultat pas exceptionnel pour le Danois. Et puis ça renforce mon interrogation du côté de Skelmoseux. Alors certes, il est qu'à 1 minute au général, mais toujours cette interrogation pour moi, est-ce que c'est vraiment un coureur de grand tour? Est-ce que c'est pas plutôt un coureur de classique ardennaise? Est-ce que son registre, c'est pas plutôt les courses puncher plutôt que d'aller chercher les résultats sur les grands tours au niveau du général? Ça, c'est une question que je me pose avec Mathias Skelmoseux. Dernier flop, Carapaz. Je ne m'attendais pas vraiment à ça du côté de Carapaz, lui qui a été très bon sur la fin du Tour de France, très bon également sur cette fin de Tour de France, même s'il n'avait pas couru depuis, mais porteur du maillot jaune, on rappelle, en début de course.
vainqueur de l'étape de Super Dévoluy, et puis il avait pris des échappées au Lioran, au plateau de Baye, Super Dévoluy, Barcelonnette, Isola 2000, col de la Couillole, vainqueur également du classement du maillot à poids. Ça s'était pas joué à grand chose face à Pogacar, mais il avait quand même réussi à ramener ce bien. 7e également du Tour de Romandie, pour un coureur qui, c'est vrai, il faut bien le dire, revenait d'une saison d'une saison qui était, je dirais pas blanche, mais pas très remplie en termes de résultats l'année dernière. C'était plutôt très très bien. Et là, il explose quand même assez vite sur un registre de montée qui normalement lui convient bien. Après, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois que ça arrive à Richard Carapaz de pas être bien sur la première journée de montagne. Par exemple, si on regarde cette année, Carapaz, première journée de montagne, Saint-Vulbas sur le Tour de France, bim, 107e, c'est le jour où il perd 5 minutes. Je pense que c'est un coureur qui a du mal à se mettre dans le rythme au niveau des courses, au niveau des grands tours. Parce que c'est vrai que quand il fait un maillot à poids sur le Tour d'Espagne en 2022, il a un début de course qui est vraiment pas bon. Les premières étapes de montagne, le Pico Jano, il est 24 et il perd beaucoup de temps sur la première partie de course avant vraiment de se rattraper sur la suite, un petit peu comme Remco Evenepoel. En 2021, sur le Tour d'Espagne, il est pas bien, et sur le Tour de France, au début, c'est pas top. Notamment du côté du Grand Bornand, où il prend seulement la 13e place. Ensuite, il améliore la situation sur la fin de course pour prendre cette belle 3e place. En 2020, si on regarde bien son Tour de France, ça se finit également très bien, mais le début est un petit peu compliqué. Sur le Tour d'Espagne, par contre, oui, ça s'était pas mal passé avec cette 2e place. Il avait été assez régulier cette année-là. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un coureur qui a du mal à se mettre en route, à être vraiment très performant d'entrée. Quoique en 2020, sur le Tour d'Espagne, il remporte la 4e étape face à Caleb Ewan et Diego Ulissi. Mais c'était plutôt un sprint. Il était parti de loin, mais c'est vrai que sur la première étape de montagne, qui devait être l'étape de Terracina, peut-être. Est-ce que c'était cette étape-là qui était une étape de montagne? Non, c'était plat. En 2020, quelle était la première étape de montagne? San Giovanni, ce jour-là. San Giovanni, Carapaz, il était où à San Giovanni? Non, mais il était dans le peloton, mais dans la 2e partie du peloton, c'était pas arrivé au sommet encore. L'Aquila, c'était pas encore une arrivée au sommet. C'est vrai qu'ils arrivent au sommet, c'était tard, je crois, en 2020. Mais j'ai l'impression qu'il a ce problème-là de monter en rythme du côté du coureur équatorien. Par exemple, si on regarde le chrono, Roglic avait gagné. Carapaz, à ce moment-là, avait perdu. Carapaz, si on retrouve à l'époque chez Movistar, Carapaz avait fini 11e, donc il avait perdu une 55 sur 34 km. Et il avait fini à 50 secondes de Nibali, par exemple. Donc c'était pas si exceptionnel que ça de la part de Carapaz. Mais voilà, c'est un coureur qui, je trouve, a du mal ces derniers temps à se mettre dans le rythme. Et est-ce que donc c'était son seul jour sans? Si c'est ça, du côté de Carapaz, bon, ça le met à 2 minutes 02, mais ça reste un écart qui est raisonnable. Bon, si c'est pas ça, ça va peut-être être compliqué du côté de la suite de la course pour l'AEF, qui misait quand même beaucoup, j'ai l'impression, sur Carapaz du côté du général. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Les classements pour terminer cette vidéo. On commence avec le classement de l'étape. La victoire de Primoz Roglic devant Van Edvelt, Almeida, Enric Mas, Galrici, Lolanda, Tiberi, Bennett, Sivakov. Dans les coureurs qui ont perdu du temps, donc comme on le voyait, Carlos Rodriguez, Del Toro, mais c'est pas très grave. Skelmose qui finit derrière David Gaudu. Uiterbroek aussi qui finit loin, on n'en a pas énormément parlé. Harold Terrada, Mentis
Également Arensman, qui est celui, je pense, qui prend le plus cher, avec Eddie Dunbar également. Max Poole aussi, mais qui était pas très bien physiquement. Et William Junior Le Cerf, que j'avais mis parmi ma grosse cote et qui finit 54e. On n'était pas très bon aujourd'hui au niveau des paris. Et puis dans les derniers, c'est Elie Gébert qui finit 175e, c'est-à-dire derrière les sprinters. Hein. Il faut le dire, il finit derrière Aberasturi, derrière Caden Groves, derrière Van Aert également et Arne Marit. Donc c'est pas top pour le coureur de Arkea. Du côté du général, c'est Roglic qui prend la tête du classement général d'ores et déjà, avec Almeida qui n'est pas très loin, seulement 8 secondes, 32 secondes pour Henrik Mas, Tiberi à 38, Van Edvelt à 41, Gall à 47, il regrettera peut-être son mauvais contre-la-montre, McNulty, Skelmose, Landa, Vlasov. La lanterne rouge pour le moment, c'est Oscar Riesebeck qui est à 28 minutes au général des Marquis et Elie Gébert aux 3 dernières places. Du côté du maillot vert, pour le moment, Van Aert est en tête, mais il a perdu un petit peu d'avance face à Caden Groves aujourd'hui lors du sprint intermédiaire. Donc il n'y a plus que 6 points d'écart entre les deux. Et vous voyez que ça sera un match à 2, à part si Van Aert et Caden Groves abandonnent, car Maté est 3e. Mais déjà à 70 points, ce qui fait beaucoup, surtout quand on sait la suite de la course. Corbin Strong à Berasturi qui complète ce top 5. Du côté du classement de la montagne, c'est Sylvain Moniquet qui prend la tête avec 5 points d'avance sur Philippe Ozana. Roglic, 3e devant Luis André Maté, l'ancien porteur de ce maillot, et Bruno Armirail qui prend la 5e place. Du côté du maillot blanc, c'est Antonio Tiberi qui est en tête face à Lennart Van Edveld qui n'a ni gagné l'étape ni gagné le maillot blanc aujourd'hui. Skelmose 3e, Richitello et Del Toro complètent ce top 10. Et du côté du classement par équipe, on a UAE, Red Bull et Decathlon qui sont aux 3 premières places devant Movistar. Et là, Bahreïn, c'est la Alpecin qui ferme la marche devant. Vous retrouvez Jayco et DSM. Voilà du côté de ce classement par équipe. Et bien nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 5. Étape numéro 5 qui sera beaucoup plus plate, de nouveau dédiée aux sprinters. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!